Bonjour à tous, mon nom est Luc Declercq, je suis le responsable chez EY de toute l'offre Innovation Realize. Alors Innovation Realize, c'est comment aider nos clients à être le plus efficace et le plus efficient dans le management de l'innovation, ce qui est un vaste sujet pour tous nos clients, même pour nous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi créer son lab d'innovation, et comment le mettre en œuvre au sein de son organisation. Donc on va prendre une structure assez classique, c'est déjà définir le pourquoi. Et la plupart du temps, un lab d'innovation, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas défini le pourquoi. Donc c'est bien de commencer par le pourquoi. Après, on va expliquer ce que c'est qu'un Innovation Lab. Il y a plein de façons de traiter un Innovation Lab. Et enfin, on va expliquer vraiment dans le fond, c'est comment je le mets en place, avec un exemple, un retour d'expérience derrière. Donc pourquoi créer un lab d'innovation ? Le monde change, on est au digital change, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Alors, il n'y a pas que le digital, hein, on voit beaucoup de motifs de disruption. On voit par exemple que ça peut être des menaces. Alors, est-ce qu'on aura un emploi demain ou après-demain? Ce n'est pas évident, donc il faut se recréer tous les jours. On voit aussi que si on ne fait rien, on est mort. Et ça, c'est un peu nouveau. Avant, on était dans les secteurs bien établis et on pouvait toujours avoir une perte de part de marché, on pouvait se réinventer là-dessus. Là, si on ne fait rien, on est mort. Et on le voit, il y a les chiffres, c'est 75% des entreprises du Standard & Poor's 500 seront nouvelles d'ici 2027. Donc ça veut dire qu'on a aussi 75% qui vont quitter le Standard & Poor's 500. En inverse, c'est que la disruption, c'est plein d'opportunités. Et ça, c'est intéressant. On va avoir de plus en plus de capacités digitales. Ça, on vous en parle dans toutes les conférences ici. On va aussi avoir le fait que les véhicules autonomes vont peut-être permettre de sauver 1,25 million de vies. Et ça, c'est plutôt quand même une nouvelle positive. On va voir aussi que si on s'ouvre à l'extérieur, comme P&G, 35% de leurs produits sont issus de collaborations externes. Et ça, c'est un point qu'il faut mettre de plus en plus. On n'innove plus tout seul. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se prend la vague en pleine tête, soit on décide qu'on va commencer à apprendre à surfer. Et évidemment, on essaie d'initier nos clients à surfer. Alors derrière, c'est que pour une entreprise, on est tellement à tête dans le guidon, c'est qu'on est en train d'essayer de solver le no. On n'est que sur de l'incrémental, comment on améliore les process, parce qu'il y a tellement d'urgence et que c'est les priorités de l'entreprise. La question, c'est comment on commence à réfléchir sur ce qui va se passer dans 3 à 5 ans. Et si on ne fait rien, en fait, il n'y a pas de raison que ça évolue. Et encore plus loin, c'est what's next after next. C'est comment j'imagine mon entreprise dans 7 à 10 ans. Et ça, c'est le gros challenge des entreprises. Alors derrière, on se dit, c'est génial, on va innover. Mais quand on dit on va innover, c'est pas si simple. Le premier problème, c'est l'espace-temps. Le temps entre j'ai une idée, elle peut être géniale ou moins géniale, et la réalisation de l'idée. Deuxième problème, ça manque de gouvernance, process. Pourquoi telle idée, quel budget, comment c'est organisé. Et le troisième point qu'on a derrière, c'est qu'en fait, on fait plein de POC, d'expérimentation, mais jamais on scale. On n'a pas d'industrialisation. Et ce qui est un problème aussi du lab d'innovation, c'est qu'en fait, si on le met complètement à part, ça marche très bien en lab, mais à aucun moment on l'a réintégré dans l'entreprise et ça ne va jamais scaler. Alors derrière, on se dit on va aussi collaborer vers l'externe. Toutes les entreprises ont lancé des programmes d'open innovation, de collaboration. Il y en a très très peu qui arrivent à développer les concepts derrière, à avoir des réalisations concrètes. Pareil, c'est un problème derrière, c'est que ce n'est pas simple. Si on veut collaborer avec une start-up, c'est extrêmement compliqué parce que ce n'est pas les mêmes cultures. Et le dernier problème, qui est vraiment le problème le plus important pour tout le monde, c'est que si on veut changer, on va changer avec qui? Avec nos collaborateurs. Et en moyenne, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, 68% des collaborateurs se disent désengagés et plus de 20% sont fortement désengagés. Donc il faut bouger, si on en est mort, quand on se retourne, il n'y a personne qui vous suit. Beau challenge. Alors derrière, on se dit, on va faire un lab d'innovation. Alors évidemment, en externe, on se dit, on va être customer-centrique, on va dépasser les attentes des consommateurs, on va essayer de faire un time to market qui est beaucoup plus rapide. Hein, dans l'exemple que je vous montrerai, on va voir comment ça va marcher derrière. On va essayer de résister aux entrants, parce qu'on a plein de nouveaux entrants dans tous les secteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on connaissait nos concurrents. Vous êtes incapable de savoir qui seront vos concurrents dans 4 ou 5 ans. Et en interne, évidemment, il faut changer la culture de l'entreprise. On parle de digital change ici, mais le principal changement, c'est comment on va changer nos organisations. Si on continue avec les mêmes organisations, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en digital, ça ne marchera jamais. Le deuxième point, c'est évidemment développer les compétences de ces salariés. On attend de nouvelles compétences de nos collaborateurs. C'est pour ça que sinon, on n'a pas un job dans 5 ans ou 10 ans. Donc, comment on va développer là-dessus? Comment on fait du bon empowerment? Et dernier, c'est évidemment comment on va réduire l'inertie, l'inefficience des entreprises. Alors là, c'était un exemple qu'on a fait sur un lab d'innovation pour une entreprise de peinture industrielle. Ce qui est intéressant, c'est comment
ils ont défini les attentes du lab. Qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester quelque chose autour des personnes. Donc ça peut être les expériences pour le peintre, ça peut être les expériences des employés, des partenaires, ça peut être aussi tout ce qui est service, process, produit et enfin technologie. Ce n'est pas que technologie. La technologie est intéressante parce que ça s'ouvre des portes, mais ce qui est intéressant, c'est finalement de convaincre de nouveaux clients d'acheter vos produits ou vos services. Alors un lab d'innovation, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est qu'il y en a plein. Il n'y a pas une définition d'un lab d'innovation. Tout le monde, tous les grands groupes ont lancé leur lab d'innovation. Ça marche plus ou moins. Il y en a qui en ont lancé, je pense qu'Enedis doit en avoir plus d'une dizaine en France. Donc ça peut prendre plein de formes complètement différentes. Qu'est-ce que je peux mettre derrière? Je peux mettre un data lab, je peux mettre un fab lab, je peux mettre un customer experience lab, un employee experience lab, je peux mettre un digital, un accélérateur, finalement un incubateur, un exploration lab. Tout ça, ça marche. Tout ça, c'est des digital labs ou des labs d'innovation. Ce qui est intéressant, c'est un peu les points communs que nous avons finalement sur les labs d'innovation. On va voir le côté un peu maker, c'est-à-dire que rendre l'immatériel concret. On va voir le côté accéléré, qui est une grosse notion là-dessus, avec une approche de préférence frugale. Connecté vers mes collaborateurs, mais connecté aussi vers les écosystèmes externes, lequel est le bon, quel est le bon écosystème externe. Et enfin, développer une culture d'innovation qui est finalement un peu un résultat de tout ce qu'on va délivrer derrière. Alors derrière, dans les grandes thématiques, il y a l'explorateur, c'est qu'est-ce que je fais après-demain. Qu'est-ce que je fais aussi au niveau catalyseur, c'est comment je fais pour éviter de mettre 18 mois à lancer un produit, est-ce que je peux itérer un peu plus rapidement. Ça va être la partie connecteur, comment je me connecte concrètement avec d'autres écosystèmes, comment on va collaborer ensemble et comment je vais faciliter, notamment en interne, avec toutes les séances de facilitation, brainstorming, d'idéation et autres, notamment issues du design thinking. Derrière, il y a la question, c'est est-ce que je le fais juste vers l'interne, juste mes collaborateurs? Est-ce que je l'ouvre vers l'externe? Est-ce que je vais faire avec d'autres entreprises, d'autres organisations, des académies, des écoles, des partenaires, des startups, ou finalement je vais voir un lab externalisé? On est ici, il y a plein d'entreprises qui vous proposent finalement d'innover à votre place ou de développer plus rapidement des concepts à votre place. C'est une façon de faire aussi, ça peut très bien marcher, ça dépend finalement de votre ambition derrière. Alors, quelques exemples. Là, on vient de lancer la semaine dernière avec GSK un employé Experience Lab. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, si mes collaborateurs sont impliqués, on est tous plus efficaces. Et donc, on voit tous que la façon de collaborer, de travailler est complètement différente. Donc là, à chaque fois qu'on va lancer une nouvelle innovation au niveau espace de travail, c'est testé dans le lab. On a les collaborateurs qui viennent, qui donnent leur ressenti, et ça évite de finalement déployer et de mettre beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne marche pas. Donc, on travaille avec GSK sur cette partie-là. Vous connaissez Airbus BizLab. Le concept intéressant, c'est que c'est à la fois un incubateur accélérateur de start-up, mais c'est aussi un incubateur des projets d'intrapreneuriat d'Airbus. Et c'est un concept qu'on nous on a développé en interne aussi chez EY aux Pays-Bas et en Belgique. C'est un concept intéressant, c'est comment je mixe finalement, je fais de l'hybride. Et l'hybride, c'est vraiment une belle solution pour l'avenir, c'est dire comment je mets mes collaborateurs, je les confronte avec des startups et finalement j'ai des coachs communs. Et comment ce maelstrom va permettre de finalement changer un peu les cultures. On a le tech shop des ateliers Leroy Merlin avec tech shop, pardon. Là, c'est évidemment pour Leroy Merlin, c'est intéressant parce que finalement, bricoler, c'est un peu leur cœur de métier. Donc, c'est mettre à disposition des Fab Labs finalement pour l'ensemble des personnes qui veulent y aller. Et c'est dans leur cœur business derrière. Et ils permettent de développer. Et ils mettent aussi leurs collaborateurs dedans. On a Barclays. Alors, Barclays, on a accompagné là-dessus pendant 3 années leur expérience Lab. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit dans les banques, on sait tous que les banques, c'est compliqué. On est tous en train on va voir M. Tirod qui va parler tout à l'heure, mais c'est compliqué la transformation. Ce qui est intéressant là sur Barclays, c'est qu'ils ont dit, moi je peux rien faire finalement sans tester avec les utilisateurs. Mais même les pain points, leurs problèmes, je vais voir avec eux. Et toute la partie digitale, connexion digitale, elle est faite avec des consommateurs, leurs clients. Et en 1 an, en les mettant dans notre lab, on les a hébergés pendant 1 an et après on a créé le lab chez eux, on a baissé les plaintes des consommateurs en ligne de 40%. On a augmenté de 75% l'utilisation de l'application mobile. Donc juste se concentrer, d'être customer-centrique, tester, itérer, se dire est-ce que le bouton là, est-ce que ça nous paraît évident, etc. Ça permet juste de faire un peu plus de business et d'être beaucoup plus efficace. Volkswagen, qui est l'ancien Data Lab, c'est quelque chose qui est de plus en plus, on est en digital change, mais comment j'utilise les données, comment je structure mes données pour créer des nouveaux services. Et la finalité, c'est créer des nouveaux services ou d'améliorer l'expérience de nos consommateurs, nos clients. Et le dernier qui est iLab, qui est l'expansion lab d'Air Liquide,
qui est une réflexion de se disant, mais finalement, dans 5 à 10 ans, c'est quoi le métier d'Air Liquide? Et ça, c'est une très très belle expérience parce qu'en fait, pendant 1 an et demi, 2 ans, ils ont pris le temps, ils ont mis des sociologues, des ethnos, ils ont commencé à regarder finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça va être quoi les métiers de demain, quels sont les usages, les nouveaux usages, c'est quoi les mégatrends, c'est comment on peut créer quelque chose. Et en même temps, ils ont des équipes pour prototyper, itérer derrière. Aussi, on a la même chose chez Pernod Ricard avec Big, où ils ont lancé, on les a accompagnés pour le projet Gutenberg. Vous pourrez faire des cocktails chez vous. Donc, c'est des modèles intéressants pour tout ce qui est biens de consommation, comment je fais du direct au consumer. Donc, c'est comment je crée des nouveaux concepts qui ne sont pas liés à mes business units habituels, mais comment j'intègre derrière. Alors après, comment réussir son lab d'innovation? Alors, on en a parlé. Hein. Si vous ne définissez pas le why, il n'y a aucune raison que ça marche derrière. Donc, on a parlé de comprendre le futur, agilité, découverte des nouvelles technologies, du problem solving. Il y a quelques questions à se poser. Une fois qu'on a défini un peu la démarche, les objectifs, c'est quelle est la gouvernance, qui pilote, comment on travaille avec les BU ou avec le reste de l'organisation, comment on fait que ça ne soit pas séparé, quel lieu, est-ce que je le fais dans mes bureaux, est-ce que je le fais pas très loin de mes bureaux, est-ce que je le fais plus loin, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si j'ai un client qui est en train de se lancer son Innovation Lab, il part sur des nouveaux marchés, il part sur un marché qui est lié à la microélectronique, mais il s'est mis à Sofia parce qu'il sait que c'est là-bas que ça va se passer et qu'il va avoir besoin de nouveaux talents. Donc il va mixer, il s'installe là-bas. Alors si je fais plutôt de l'incrémental, je suis plutôt dans les BU. Si je fais de l'adjacent, je ne vais pas être très loin, mais il faut avoir comme un lieu physique. Alors il y a des virtual labs sur l'innovation, mais c'est assez compliqué sur les labs parce qu'à part faire de la facilitation, c'est un peu compliqué derrière pour itérer et travailler. Quels participants? Comment vous l'ouvrez vers les collaborateurs? Est-ce que j'ouvre vers les collaborateurs? Comment je les sélectionne? Quels sont les critères? Est-ce que j'utilise ça justement pour faire l'intrapreneuriat et accélérer les programmes d'entrepreneuriat? Au contraire, je ferme. Est-ce que je le tourne vers l'externe? Quel externe? Quels sont les bons écosystèmes vers lesquels me connecter? On a, nous, une méthode qu'on applique pour la création de labs d'innovation pour nos clients. En fait, on va construire le lab, hein, donc il faut quand même le construire à un moment. Après, on va travailler avec eux, on va l'animer ensemble et enfin, on fait une transition. On n'est pas là pour gérer les labs de nos clients. Sur la partie design, on a toute une méthodologie où on va appliquer avec eux toute la démarche pour comprendre, après avoir défini les objectifs, en disant finalement, c'est quoi le parcours utilisateur du lab, comment ça va fonctionner concrètement, combien de projets je peux faire en même temps. Est-ce que je vais lancer 2 projets, 3 projets, 10 projets en parallèle? Quel type de projet, quel type de facilitation j'ai envie de faire derrière? Et après, on va itérer derrière jusqu'à concevoir finalement le plan d'aménagement et la gouvernance avec les clients. Dans le lab d'innovation digitale, dans les fonctionnalités qu'on a, on a évidemment la partie design, c'est-à-dire qu'on va créer, on va avoir un côté maker qu'on va organiser derrière. On va faire un petit côté showcase parce qu'il faut quand même présenter à ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a réalisé. Il faut avoir des quick wins, montrer finalement ça sert à quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de labs qui finissent au bout d'1 an et demi parce que finalement, on n'a pas réussi à créer quelque chose. Et on va le montrer au CODIR, au COMEX, au patron des BU, en disant, regardez, on a fait des choses concrètes, on va vous montrer derrière. On va avoir la partie workshop, tous les ateliers derrière, d'idéation, de brainstorming, comment on travaille là-dessus. On va travailler sur la partie incubateur et lab, et notamment vers les partenaires externes. Et puis, on va voir toute la partie digitale, parce qu'évidemment, les nouvelles technologies, il faut se les approprier. C'est intéressant de finalement dire, finalement, la réalité virtuelle pour vous, dans votre business, qu'est-ce que ça va apporter? Ce n'est pas la finalité, mais finalement, cette technologie, est-ce qu'elle peut créer quelque chose pour vos clients, pour vos collaborateurs? Alors, on parlait des labs d'innovation digitale. On a rarement 5000 m² pour faire un lab. Et on va faire plein de choses derrière dans le lab. Donc, le mot-clé, c'est modularité. Donc, il faut avoir des cloisons qu'on puisse déplacer. C'est un moment où on va présenter finalement à une centaine de personnes et en faire une conférence. Il faut qu'il y ait une centaine de personnes qui puissent s'installer dans le lab. À un moment, on va faire un petit brainstorm avec une dizaine de personnes, avec des beaux tableaux blancs et des post-it partout, ou alors avec la version digitale avec Mural, par exemple. On va travailler aussi on va avoir des personnes qui travaillent. Si on a des devs, on a des gros hackers, etc., ils sont plutôt derrière un PC, un écran, et donc il faut qu'il y ait des espaces de travail. Et donc, il faut penser que votre lab que vous allez créer, il doit être modulable et qu'on puisse adapter finalement toutes les façons de travailler dans le lab. Derrière, il y a besoin d'outils et technologies. On a besoin d'outils et technologies, parce que si demain je veux faire un wireframe ou un mock-up, il faut quand même que je puisse le faire. Donc finalement, quels sont vos outils d'innovation? Comment je vais gérer? Donc là, il y a quelques exemples. Il faut du hardware, il faut un peu d'outils de collaboration. Nous, on a des plateformes d'innovation collaborative, par exemple chez EY. Ça permet de connecter
les personnes qui sont au lab avec des experts qui ne sont pas dans le lab, ou avec des collaborateurs qui peuvent apporter leurs projets, ou améliorer, ou enrichir des projets, ou être candidat pour développer une expérimentation. Ça peut être aussi le fait qu'on va utiliser des outils comme Slack. Sur toute la partie UI ou design, on utilise Sketch et InVision chez UI, mais il y a plein d'autres façons de faire. On va travailler sur la partie technologie, il faut quand même maîtriser du front-end, du back-end, surtout la partie derrière, et tout ce qui est DevOps. Alors, vous connaissez tous, j'imagine la plupart d'entre vous, la partie Pizza Team. L'idée, c'est finalement d'avoir les bonnes équipes. À minima, ce qu'on demande à nos clients, c'est d'avoir le product owner et avoir le couteau suisse. Le couteau suisse, c'est celui qui connaît tellement bien l'organisation qu'il vous expliquer ça ne marche pas d'un point de vue réglementaire. Ça, on a des contraintes dans l'entreprise, on ne sait pas faire. Mais après, nous, on va mettre des data scientists où le client met ses équipes derrière. On va y avoir les experts UI, responsables tech. Vous voyez, ça, c'est un point important aussi, la partie tech, parce qu'à un moment, ça peut marcher très bien dans un lab. À un moment, il faudra le réintégrer dans le système IT de votre entreprise. Donc, il faut quand même qu'il y ait des passerelles pour être sûr que si ça scale, si ça marche bien au niveau de l'expérimentation, comment on va l'intégrer derrière dans le reste de l'entreprise. Puis Scrum Master et Growth Hacking, qui est surtout sur du B2C, mais qui commence à se développer en B2B. Alors, les domaines de collaboration, quand on va commencer à co-animer l'ensemble du lab, on va travailler sur la gestion et les animations d'événements. Si je prends le lab DIY à La Défense, on a à peu près 500 visites par an. Il faut quand même organiser les 500 visites. C'est quoi les demandes de nos clients s'ils viennent là-dessus? Comment on va collaborer? Et en même temps, il y a toutes les équipes qui travaillent toute la journée, soit au point de vue analytique, cyber ou autre, et donc qui sont en train de travailler sur des problématiques de nos clients en mélangeant un peu les équipes pour essayer de craquer les problèmes. Et donc, il faut organiser tout ça. Il faut travailler sur la partie com, il faut travailler sur le partage des connaissances et création de contenu. C'est pour ça qu'il faut avoir des petits wikis sur tout ce qu'on a appris et comment on va diffuser cette information, cette connaissance. On va travailler sur quels sont les talents, les formations. C'est peut-être des nouveaux talents qu'il faut dans votre Innovation Lab. Comment je vais développer les personnes, mes collaborateurs pour acquérir ces connaissances derrière. On va travailler sur des nouvelles technologies et autres. On a toute une partie pour comment on répartit les rôles et comment on accompagne le client. On va faire après la partie transition. On fait beaucoup de guides, de workshops ou guides d'outils pour faciliter, pour dire tiens, j'ai tel problème, j'ai dans mon tiroir ce guide à outils, comment on va avancer sur cette partie-là. Timeline du projet, en général, 4 à 6 mois sur une phase de construction, 1 à 3 mois sur la partie phase de collaboration ou co-lead et 1 à 2 mois sur la partie transmission pour arriver. On a tout le détail des activités. Donc encore une fois, le premier partie, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon lab. Je le design, je crée le lab, après je l'anime et après je vais avoir toute la partie de transition. Alors quelques retours d'expérience, on en fait à peu près pour tous les clients dans tous les secteurs et c'est intéressant, c'est jamais exactement la même demande, les mêmes objectifs. J'ai décidé de finaliser un petit cette partie par un exemple sur Visa. Visa, on les accompagnait, ils avaient 3 principales problématiques. La première problématique, c'est se dire on est trop loin de nos clients et de nos consommateurs. Alors tout le monde travaille, on utilise tous Visa, mais en même temps, vous n'interfacez pas directement avec Visa. Donc c'est compliqué parce qu'eux, ils ne connaissent pas finalement les clients finaux. Ils disent le problème, c'est qu'on ne tue pas assez vite les projets, on n'échoue pas assez vite. Ça, c'est un autre problème. Et puis évidemment, il nous faut trop de temps pour délivrer. Quand on a commencé à collaborer avec eux, 18 mois pour lancer un produit. 18 mois, c'est beaucoup trop long dans un monde où il y a des fintechs qui arrivent tous les jours et qui essaient de disrupter et de prendre vos parts de marché. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec eux en disant que de toute façon, ils ne vont pas y arriver tout seuls. Donc on a créé un écosystème de start-up et de partenaires, des écoles, des start-up, des accélérateurs. On a défini le framework d'innovation avec eux par rapport à leurs problématiques. Et puis on a créé des guides et on a défini un pipeline d'innovation avec eux. Quand on regarde là, ces exemples de systèmes d'incubation, d'innovation avec les partenaires externes, donc on voit qu'ils sont nombreux. Ils ne sont pas tous pertinents sur tous les sujets, mais c'est intéressant parce qu'on a un enrichissement et on va avoir finalement plein de créativité et puis des entreprises qui peuvent aussi vous permettre d'accélérer. On a travaillé sur le framework qui ressemble un petit peu à un Lean Startup derrière, qui est finalement comment je vais comprendre un peu les idées, mais est-ce que finalement ça correspond bien à un problème de mes clients, comment je peux itérer, comment je peux prototyper derrière et à la fin, comment je peux industrialiser. On a fait plein d'outils, de techniques, parce qu'il faut faciliter la vie dans le lab. On n'a pas le temps, il ne faut pas réinventer à zéro, il faut être efficace dans un lab. On ne peut pas dire à chaque fois, tiens, mais comment on ferait? Donc on a utilisé des outils. Si je fais un service prototyping, j'ai une fiche qui m'explique comment je vais faire.
Comment je vais mesurer l'analytics si j'utilise une démarche gross hacking et que derrière, finalement, je ne mesure rien, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc, comment je vais délivrer là-dessus? Comment je vais travailler, finalement, faire la co-création avec des partenaires externes? C'est quoi les méthodologies qu'il y a derrière? Et après, on a fait plein de prototypage. Alors, je suis sûr que vous êtes comme moi, vous êtes spammé tous les jours quand vous achetez quelque chose par un petit survey. Finalement, je suis relancé. Alors, avec GDPR, ça va un peu mieux maintenant. Mais à chaque fois qu'on a un acte d'achat, finalement, la marque pense que finalement, elle peut communiquer avec moi et elle va me spammer plus ou moins de tous ces outils de promotion ou de relance. Là, ils ont fait un petit outil en disant, finalement, on a fait un prototype, un petit wireframe au départ, puis un petit mock-up, pour être très rapidement sur adresser ce problème-là et comment Visa pourrait l'adresser. Donc, on a testé avec les utilisateurs en disant, finalement, moi, à chaque fois je paye, je peux payer avec Visa, avec l'application Visa, et j'ai toutes les marques et je décide, moi, si je veux avoir un lien ou pas avec la marque, si elle a le droit de communiquer avec moi. Donc, c'est très joli, ça plu beaucoup. Après, c'est un peu plus compliqué à développer, donc c'est là où on teste très rapidement. Et on fait ça. Pourquoi? Parce que finalement, si ça ne plaît pas, on n'est pas parti sur un plan où on a investi des centaines de millions pour intégrer dans notre système IT pour savoir comment ça marche. On a testé quelque chose, ça nous a coûté moins de 50 000 € et on sait s'il y a vraiment un besoin client, si ça règle un problème et finalement si ça vaut le coup d'aller plus loin avec eux. On a fait aussi du physique avec eux, donc là c'est un paiement avec une empreinte digitale qui pouvait être déployé dans les boutiques. Ça a bien marché en Angleterre derrière. Et donc on a itéré. Le premier c'était une petite boîte en carton et on a été très vite pour aller comment ça marche, est-ce que ça vous plaît, est-ce que je voudrais bien faire ça comme ça, est-ce que c'est pratique, est-ce que sur mon comptoir c'est pas trop haut, est-ce que c'est voilà, comment ça marche derrière et dans une vie réelle. Le résultat pour Visa, au lieu de mettre 18 mois, on a mis à peu près 100 jours pour lancer de nouveaux produits. Donc pour eux, c'était le jour et la nuit. Ça a tellement bien fonctionné que finalement, ils ont décidé de développer ce hub, en plus de Londres, de le faire à Tel Aviv et à Berlin, parce que finalement, il y a d'autres écosystèmes, d'autres besoins, et que c'est une façon de transformer finalement la culture de l'entreprise. On a défini tout un pipeline, et on a transformé plus de 200 idées en moins d'un an en 5 POC. Donc c'était très très rapide là-dessus, on a itéré. Et ça a changé complètement la culture. Ce qui était intéressant, c'est que c'était ouvert vers les collaborateurs. Donc c'était vers des écosystèmes, mais pas que vers des écosystèmes externes. C'est qu'on a mis des collaborateurs et c'est ce côté hybride qui est important parce que finalement, vos partenaires externes, ils ne connaissent pas l'ADN de votre entreprise. Ils ne connaissent pas les contraintes, ils ne connaissent pas obligatoirement l'ensemble des problématiques liées à votre entreprise. Mais ils ne connaissent pas non plus les avantages. Ce n'est pas que des choses négatives. Alors, pour conclure, derrière, les do et les don't. Alors, les do, il faut que ce soit une petite équipe. On peut pas partir derrière en disant je vais mettre 300 personnes dans mon lab. Déjà, en général, on n'a pas les moyens. Donc, une petite équipe, des profils assez différents, des règles du jeu très transparentes pour tout le monde. On a besoin. C'est quoi le but? C'est quoi les objectifs? Comment on va mesurer? Comment on va créer? Très important, c'est comment je me connecte finalement avec le Codial Comex, comment j'itère derrière, comment je les éduque eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas toujours très au courant de ce qui va se passer derrière, c'est un monde nouveau aussi pour eux. Donc comment je les aligne derrière. Ça va être aussi finalement créer ce lieu spécifique, il doit être propice à la créativité et la convivialité. On parle tous de user-centric, mais jusqu'à quel point on le fait vraiment. Donc mettez vos consommateurs, vos clients, et même si c'est en B2B, amenez vos clients dans le lab pour itérer avec eux. On va travailler très rapidement du POC au POB. Alors POB, c'est Proof of Business, c'est-à-dire que la finalité, ce n'est pas un POC, ce n'est pas une expérimentation, c'est comment finalement à la fin, on va industrialiser et scaler finalement les concepts les plus pertinents. On va avoir un coordinateur, un responsable du lab qui soit communicant, qui soit un connecteur, qui soit un facilitateur, qui va bridger avec le reste de l'entreprise ou vers des écosystèmes externes. C'est quasiment un porte-parole du lab. Et c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui va connecter, qui va raconter le lab. Il y a un storytelling du lab à créer derrière. Derrière, il faut un système de gestion de connaissances. Tout ce qu'on a appris, on capitalise là-dessus et on va encore plus vite. Et on va accélérer et encore accélérer derrière. Et derrière, voilà, vraiment aligner le codir sur les objectifs du lab et partager un update régulier. Extrêmement important. Ce n'est pas quelque chose de séparé. C'est un outil au service de l'innovation pour votre entreprise. Et l'innovation et la disruption, c'est un sujet de board pour tous nos clients, donc j'imagine pour vous aussi. Alors les don'ts. Ouais, l'innovation, ça existe au niveau managérial aussi. Donc si on regarde un peu notre façon un peu hiérarchique, un peu en silo, ça ne marche pas. Donc c'est un bel endroit pour commencer l'holacratie ou pour créer des nouvelles façons de travailler. Donc il faut itérer ça. Et il y a beaucoup de mes clients qui font des cycles de 6 mois à 1 an pour les collaborateurs qui repartent après dans leur fonction. Et ça permet d'un peu essaimer ce nouvel état d'esprit. Il y a la partie
Action pédagogique, pas seulement au niveau de la direction, au niveau des managers, inviter les managers en disant voilà, c'est comme ça qu'on travaille. C'est là où on a des résultats, là où on mettait c'est des problèmes, on n'arrivait pas à les craquer. Bah, finalement, on a réussi à les craquer en 2 semaines, on a fait 2 dizaines de sprints et on a réussi à créer ce problème-là, créer pas le problème, la solution au problème. On va voir la partie qui est importante, c'est créer un lab. Si on fait le lab complètement d'une façon indépendante, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut que ça soit connecté avec le réseau d'entreprise. Je vois beaucoup de labs où ça marche très bien le lab, hein, mais ça n'apporte rien à l'entreprise parce qu'ils sont dans leur coin. Alors ils se plaignent en disant oui, ils ne comprennent pas, on a fait des super concepts, ils ne les réintègrent pas. Non, c'est pour l'entreprise. Donc c'est un outil de l'entreprise, plus ou moins exploratoire, mais c'est un outil extrêmement important. Donc il faut se reconnecter avec l'entreprise. Et à chaque fois en disant avant d'aller faire un POC, est-ce que j'ai bien un sponsor? Le jour où si le POC fonctionne, qui est le sponsor pour délivrer, pour industrialiser derrière? Extrêmement important. Ne pas oser tuer les projets, c'est un gros problème de toutes les entreprises, c'est-à-dire ça marchouille un petit peu, c'est pas exactement quoi, on va continuer, peut-être qu'on ne l'a pas bien fait, etc. Non, non, si ça ne marche pas, si ça ne correspond pas aux objectifs, on a en expérimentation, par exemple, on a défini les objectifs, ce qu'on voulait valider, si ça ne fonctionne pas, on drop, on passe à autre chose. Donc il faut aller assez rapidement tuer. Plus on tue tôt, plus on peut faire de projets innovants derrière et peut-être des projets avec plus de perspectives derrière. Des process simples. Des process simples, on va vite. C'est la clé dans le lab. On ne peut pas attendre 3 mois, on ne peut pas attendre 6 mois. On va aller très très vite. Et il faut aller très très vite sur toutes les histoires. C'est bien les success stories, mais on apprend beaucoup plus avec les échecs. Et il ne faut pas mettre sous le tapis en disant ah non, on a un échec, on ne va pas en parler. Non, non, il faut parler. On a appris des échecs et c'est comme ça qu'on va progresser. Donc on se plante. Et oui, mais si on ne se plante pas, 80% des projets disruptifs se plantent. Donc il faut accepter ça. Et donc si on ne se plante pas, c'est qu'on ne tente pas. Donc il faut tenter. Et donc il faut parler après des problèmes. On se dit bah oui, c'est bien, on va se planter, c'est pas très grave. On va itérer et puis on va apprendre là-dessus. On aura tué le projet, mais on aura appris quelque chose. Et finalement, une des cultures aussi, c'est dire, et on le voit avec le salon ici Digital Change, on n'a pas obligatoirement au départ toutes les compétences en interne. Alors il y a beaucoup d'entreprises, surtout des patrons d'innovation, des VP d'innovation, etc. Ils disent c'est pas grave, on va recruter en externe. C'est pas un bon signal. Vous n'allez pas remotiver les collaborateurs en disant ceux qui sont bons, on va les recruter en externe, ceux qui vont créer l'entreprise de demain, ils viennent que de l'externe. Alors il faudra recruter en externe parce que vous n'avez pas obligatoirement toutes les compétences, mais ce qui est intéressant, c'est de faire un mix et d'avoir peut-être une règle plutôt 70-30, 70% d'interne et 30%. Ce qui veut dire qu'il faut être ambitieux sur un plan de formation et savoir comment je vais développer et utiliser justement soit des consultants à l'EY, mais ou des personnes que vous allez recruter pour faire une sorte de cross-fertilisation et apprendre et aller itérer et justement renouveler finalement les collaborateurs. Alors, si vous faites un programme d'intrapreneuriat dans votre entreprise, c'est bien parce que finalement vous allez les aider, vous allez les incuber, vous allez les coacher, vous allez les développer et vous leur apprendre justement comment innover d'une façon beaucoup plus efficace et plus durable. Je vous remercie.